Je voudrais, avant de commencer, situer ce travail. En 2008, le ministère de la Santé avait nommé le syndicat national de médecine générale pour assiéger comme membre de l'équipe au Maroc du Fonds mondial. Le Fonds mondial est une institution qui a été suggérée, dont la création a été suggérée par Kofi Annan à l'ONU, mais qui est une ONG qui, à travers le monde, finance et aide à la prise en charge de la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le sida. Donc j'ai eu l'honneur de faire partie du Fonds mondial. Donc tout à l'heure, je voulais dire aux confrères que le syndicat était dans le Fonds mondial à partir de 2009. Je personnellement donc je représentais le secteur libéral. Dr Barrada était aussi membre. Actuellement, c'est Dr Haji Sara qui représente la médecine libérale. Et il faut dire que le Fonds mondial met l'accent spécialement sur les ONG. Il donne beaucoup plus d'importance au travail fait par les ONG qu'au travail des ministères et du gouvernement à travers le monde. Et chose extraordinaire, le Maroc, au niveau du Fonds mondial, a été élu à l'époque meilleur élève sur 150 pays. Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Il a été le meilleur élève sur 150 pays à travers le monde qui ont bénéficié de l'aide du Fonds mondial pour la lutte contre les IST, SIDA et contre la tuberculose. Donc ce partenariat est né, l'idée est née comme ça. Nous étions 3 à avoir été choisis pour aller à Rio de Janeiro, à un grand forum qui est extraordinaire. Il y avait 450 délégations, pas 450 personnes, 450 délégations. Il y avait les médecins, il y avait les sénateurs, il y avait même la présidente des travailleuses du sexe d'Amérique du Sud. Donc, pour vous dire si les gens donnent de l'importance à tout ce monde-là. Et donc, nous avons été choisis, et puis on pensait qu'on allait partir tous les 3. Le soir, je reçois dans mon boîte aux lettres, dans ma boîte email, une lettre de Genève me disant « Vous voulez partir à Sao Paulo, pourquoi ?» 10 lignes. Vous allez être à Sao Paulo, qu'est-ce que vous allez faire? 10 lignes. De retour, qu'est-ce que vous allez raconter? 10 lignes. Je ne m'attendais pas à ça, donc j'ai fait appel à un confrère et je tiens à lui rendre hommage, Dr Samir Ayoub, et on a planché pendant toute une nuit, on n'a pas dormi, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a décidé, on s'est dit, si le Fonds mondial peut nous aider, et puisqu'on savait que le ministère au Maroc de la Santé, son problème c'était les ressources humaines, si on pouvait, les médecins de première ligne, venir en renfort pour aider à cette lutte anti-tuberculose, ce serait une bonne chose. Et donc on a concocté un programme comme ça très vite, où on a proposé l'aide, grosso modo au bout de 5 ans, de 750 cabinets de médecine libérale, via une formation étalée sur 5 ans et sponsorisée et financée par le Fonds mondial, avec la participation, donc bien sûr, du ministère de la Santé. Donc c'est comme ça que le projet a démarré. J'ai envoyé ça, j'ai été retenu sur les 3, je suis parti à Sao Paulo, j'ai présenté directement le projet au directeur du Fonds mondial, en main propre. Il m'a dit c'est extraordinaire. Et après, de retour ici, avec l'unité de gestion qui est domiciliaire de ELM, nous avons soumissionné, c'est un travail qui a pris 5 à 6 mois de travail, pour pouvoir les chiffres, les tableaux Excel et tout, ce n'est pas notre foi, on a les médecins. Et donc, on a démarré le travail. Et on a démarré, avant d'avoir signé la convention, on a démarré le travail début 2012 et on a signé la convention avec le ministère de la Santé par la suite en 2013 à Casablanca avec le Dr Lourdi. Avant en 2012, on avait signé une autre convention avec pas mal d'autres associations, d'autres ONG pour la lutte SIDA et IST. Donc, le Fonds mondial, donc le constat, en 2009, je situe l'accent dans le temps. Ce ne sont pas les chiffres que nos confrères viennent de nous donner. C'était en 2009, 2010, 2011. 14 millions de cas de TB dans le monde, donc 440 000 de TB multirésistance. Le Fonds mondial, donc, est créé en juin 2011 sous la houlette de Kofi Annan. C'est une ONG à but non lucratif, indépendante de l'ONU, créée à la part de Kofi Annan. La vision à l'époque, c'est un monde débarrassé du sida, de la tuberculose et du paludisme, et une meilleure santé pour tous. À l'époque, l'objectif était de 120 millions de vies sauvées et 200 millions d'infections évitées. Maroc à l'époque, problématique de la tuberculose, problème majeur. J'ai repris les chiffres que nos confrères nous ont donnés, donc 30 000 à 36 000 nouveaux cas par an, qui sont sous toute forme enregistrée, 88 000 pour 100 000 habitants, extra-pulmonaire, etc. Mais il y a un problème. Pourquoi on a intervenu? Parce qu'il y avait une pénurie des ressources humaines au niveau du secteur public. Et le secteur public a appelé un partenariat depuis longtemps à ce partenariat. Entre parenthèses, le partenariat au Maroc ne date pas de cette époque, ni de l'époque où on a fait le partenariat avec les néphrologues pour la dialyse. Le partenariat date au Maroc du début du siècle, sur le protectorat.
La construction de la ligne de chemin de fer Tanger-Marrakech, c'est un partenariat public-privé. Tanger-Fès, c'est un partenariat public-privé. La Redal, c'est un partenariat public. Donc il y avait beaucoup de partenariats, mais très peu dans le secteur de la santé. Le premier, à ma connaissance, c'est au niveau de la dialyse. L'externalisation des services de dialyse chez les privés. Donc, et bien sûr, il y a l'influence des déterminants sociaux que les confrères ont traité. Je ne suis pas spécialiste pour en parler plus. Les cibles, les zones d'action, d'intervention. Le syndicat national de médecine générale et le ministère de la Santé, c'est assurer une prise en charge de proximité, parce que nous sommes partout les médecins généralistes privés. Assurer un suivi individualisé et sans stigmatisation. Je vous parlerai d'un cas tout à l'heure où un monsieur m'a dit, c'est un cadre à Riyad qui a présenté une tuberculose, c'est toute une histoire que je vous raconterai tout à l'heure, et quand il est revenu guéri, je lui ai dit, quel a été ton problème au cours de ce chemin dur hein, pour aller vers là. Il m'a dit, c'est la stigmatisation. Il m'a dit, j'ai rentré chez moi, j'enlevais mon costume, je mettais un jean, une casquette, des lunettes, et j'allais à Moulay Youssouf. J'avais peur de rencontrer mes ouvriers et les gens qui travaillaient avec moi. La stigmatisation, dire qu'il est tuberculeux, l'Arda, ils vont le regarder de travers. Alors, donc, dans un cabinet, on peut assurer un suivi sans stigmatisation. Parce qu'un tuberculeux est suivi dans votre cabinet, personne ne sait qu'il est tuberculeux, il peut venir pour n'importe quelle raison. Et donc, mais vous savez, vous pouvez le suivre sans qu'il soit pointé du doigt. Donc, augmenter le nombre de tuberculoses détectées, augmenter le taux de succès thérapeutique et diminuer les abandons. Il y avait un grand problème d'abandon à l'époque. Il faut dire aussi qu'un grand problème à l'époque, maintenant apparemment c'est en train de changer, le talent de la Chine, de la lutte anti-tuberculose au Maroc à l'époque, c'était la bacilloscopie. Je m'explique. Plus personne ne voulait faire bacilloscopie. Les infirmiers à l'époque préféraient aller faire les urgences parce qu'il n'y a pas de béca ou qu'il y a de douera. Deuxièmement, ils avaient tous un âge où ils n'en avaient rien à foutre. Hein. Troisièmement, les bacilloscopes étaient d'un autre âge, d'une autre ère. Donc le problème, et surtout qu'à l'époque, le dépistage était basé uniquement sur les BK. On passait à la radio, on nous disait à l'époque, c'est le BK, la recherche de BK. Alors si la bacilloscopie ne marche pas, comment voulez-vous qu'on fasse le diagnostic ? Donc, le projet consistait en la zone suivante, formation de médecins généralistes privés volontaires au niveau des régions endémiques pour assurer la prise en charge dans leur cabinet des malades atteints de TB, donc prévention, dépistage, traitement et suivi. Donc, participation des médecins généralistes privés au système d'information et de surveillance épidémiologique de la tuberculose, amélioration de la qualité des prestations de soins aux patients qui consultent pour des symptômes respiratoires dans les cabinets de médecine générale privés, élargissement donc des compétences des médecins généralistes privés, et donc optimisation du dépistage et de la prise en charge des patients tuberculeux. Donc, faire appel à ces médecins généralistes privés dans leur cabinet permettait donc d'aider à une meilleure détection, à une meilleure prise en charge, à un suivi plus rigoureux, parce que c'est la proximité. Quand on a démarré l'étude à Souk Larba, ce n'était pas un hasard. Les gens de Souk Larba étaient obligés d'aller à Kenitra. Kenitra, pour aller à Kenitra, c'est 80 km, c'est 40 dirhams aller, 40 dirhams retour. Les gens ne vont pas chercher leur traitement parce qu'ils n'ont pas 40 dirhams. Ils abandonnent et puis, donc il y a des complications. Donc le Fonds mondial, là à gauche, là je suis en train de présenter au directeur général, hein, et chose dont on peut être fier, lors de la finale, j'ai eu l'honneur et le plaisir de présenter mon projet en plénière devant cette Assemblée générale de 450. Là, à gauche, il y a une photo où nous signons avec le ministère de la Santé la convention en avril 2012 pour les IST-SIDA. Et à droite, c'était en novembre 2013 à Casablanca, la signature entre le ministère de la Santé, le syndicat et d'autres structures. L'administration pénitentiaire, l'éducation nationale, les phares. Donc, on a signé des conventions parce que, comme l'ont expliqué les confrères tout à l'heure, il faut agir sur les déterminants, sur la pauvreté, sur l'ignorance, sur toutes ces choses-là. Et donc, ce n'est pas uniquement la médecine qui est intéressée. Et puis, nous avons fait l'appel, c'était le 10e appel à soumission du Fonds mondial, pour avoir des fonds. Donc, le réseau des médecins généralistes privés durables, je tiens à rendre hommage au docteur Wadi Al-Hadrami, qui a fait un travail extraordinaire. Très vite, il a su mobiliser 5 médecins, 5 vieux de la vieille, de bons médecins généralistes chevronnés, d'excellents cliniciens, qui ont donc fait cette formation à la direction de l'épidémiologie, donc dans les 4 grandes communes du Rarb,
pour la prise en charge intégrale de la tuberculose. Donc la situation épidémiologique de la tuberculose dans la province de Kénitra, elle est pratiquement comparable à la moyenne nationale qui est de 83,5%, donc elle est à peu près de 86%. Donc on a choisi cette région qui est comparable à peu près à la moyenne nationale. Donc 4 communes, Souk-Larba fait 52 cas, Sidi Mohamed Al-Hamar fait 48 cas, Lamimouna 35 cas, Arbawa 25 cas. Et dans cette petite commune, 4 petites communes, c'est le quart des cas de tuberculose de toute la province de Kénitra. C'est dire que c'est la tuberculose sévit de façon vraiment... elle est présente, elle est très présente dans cette petite localité. Donc ce sont géographiquement donc les régions qui sont pointées dans la carte des communes d'Irad. Un quart des cas donc. Alors, les champs d'intervention de ces médecins. Il fallait assurer le dépistage de la tuberculose chez tout patient suspect. C'est-à-dire, vous êtes dans votre cabinet, un patient vient pour une pathologie X, vous suspectez cliniquement une tuberculose. Comme on nous l'a enseigné sur le banc de l'université, l'amaigrissement, la toux, le fébricule vespéral, enfin, la détérioration de l'état général. Et il y a d'autres signes aussi beaucoup plus discrets, comme une petite note de déprime. Que souvent les gens... Moi j'ai un cas où on a soigné pour dépression nerveuse pendant 1 an une personne qui avait une tuberculose pulmonaire. Personne n'a songé à aller chercher la tuberculose pulmonaire. Alors, suivi médical des malades pris en charge selon les protocoles du plan national, distribution gratuite d'antibacillaires dans les cabinets, activités d'information, d'éducation et de communication, enquête familiale autour du cas. Donc, mais là, il fallait prendre en charge uniquement les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à bacilloscopie positive. Donc, c'était basé sur la bacilloscopie, j'insiste, c'est très important. Et il fallait que les médecins s'engagent. Ils s'engagent à respecter le protocole national de prise en charge de la tuberculose, conformément aux recommandations du programme national de lutte. Dispensation gratuite d'antibacillaires, il ne fallait pas les vendre, gratuite d'antibacillaires aux malades atteints de tuberculose, avec mettre en place un système de traçabilité des antibacillaires, notifier chaque cas dépisté et coordination entre eux et les médecins des structures relevant du ministère de la Santé. C'est là le vrai partenariat public-privé, la coordination entre les deux secteurs. Le ministère de la Santé s'engageait de son côté à former les médecins du secteur privé à la prise en charge des malades tuberculeux, à dispenser gratuitement des antibacillaires, à mettre à la disposition des membres du réseau des supports d'information comme pour l'identification des cas, la traçabilité des médicaments et les résultats du traitement. Organisation de la collaboration. Alors, le dépistage s'est effectué selon les directives du plan national figurant dans le guide pratique de prise en charge de la tuberculose de l'époque et un logigramme de prise en charge de la tuberculose selon les données existantes à l'époque, en 2012. Activité d'information, de dépistage et de communication. Il fallait informer et sensibiliser le malade de la durée du traitement. C'est-à-dire, un malade arrive chez vous dans votre cabinet, vous suspectez la tuberculose, vous avez une fiche de liaison, vous l'envoyez au dispensaire le plus proche, on va faire la bacilloscopie. C'était sur place. Normalement, la réponse doit vous revenir et vous allez pouvoir dire à ce monsieur, écoutez, vous avez le choix entre aller vous faire soigner à Kénitra ou à Rabat ou à Aix dans un hôpital, ou bien chez moi. Il va vous dire comment chez vous. Et les médicaments. Vous allez dire, je peux vous assurer que les médicaments ils vont être disponibles. Et il y a un système qui avait été mis en place de manière à avoir dans les 48 heures la dotation pour 2 mois. Et donc, ainsi, le médecin va pouvoir veiller alors, en fonction du profil du malade. Si c'est un malade particulier qui n'a pas d'instruction, etc., on va lui demander de venir tous les jours, à la limite, prendre ses médicaments. Et s'arranger pour que le samedi et le dimanche, quand on est fermé, pour que ça soit le concierge. Il fallait s'arranger pour faire le suivi. Les gens qui comprennent, un instituteur, un enseignant dans la région, on va lui donner sa dotation. Quelqu'un de moins averti, on va lui donner la dotation pour 1 semaine. Mais donc, au cas par cas, mais veillez à ce que ces patients prennent leur traitement. Alors, il fallait donc expliquer la durée du traitement, les différentes étapes de la prise en charge, la nécessité d'adhérer au processus de prise en charge et qu'en cas de changement de lieu de résidence, le malade est tenu d'aviser son médecin traitant et que la relance sera faite en cas d'abandon du traitement. Le Mqaddam était impliqué, un cheikh, il fallait impliquer à l'époque parce qu'il n'aimait pas parce qu'il s'agit pas pour ces gens d'abandonner et d'arrêter leur traitement et de nous retrouver avec des résistances. Enquête familiale autour du cas, donc déclaration obligatoire de chaque cas de tuberculose dépisté. Processus, information par téléphone du médecin responsable du CDTMR, le médecin donc privé va informer son collègue, remise de la fiche médicale sur support papier rempli et signé au médecin responsable afin d'attribuer au cas un numéro de l'acte et de l'intégrer dans les rapports trimestriels du CDTMR.
Conduite systématique de l'enquête familiale autour du cas pour tout malade TPM positif au primo infection selon la fiche d'enquête. Donc, le médecin qui s'engage dans ce processus doit donc ne négliger aucune faille dans cette prise en charge, l'information, donc l'explication au patient, l'information du confrère qui s'occupe de la lutte anti-tuberculose et faire l'enquête familiale systématique autour du cas. La dotation en antibacillaire, elle va être dispensée gratuitement en même titre qu'on malade suivi dans le secteur public pour toute la durée du traitement. Une première dotation en antibacillaire pour une période de 2 mois à la notification. Les dotations suivantes sont tributaires du suivi du cas notifié. Mais il faut assurer la traçabilité des antibacillaires. Le médecin traitant du secteur privé est appelé à confirmer la réception des antibacillaires sur la fiche médicale présentée au médecin de CTML dans la partie réservée. Donc, tout un système qui est sur papier, mais aussi on a laissé libre choix en plus aux médecins de contacter le confrère soit par email, soit par téléphone. Donc ces gens se sont engagés. Ils ont été volontaires parce que bon, ils ont leur c'est des gens d'un certain âge qui ont de gros cabinets de parenthèse. Donc ils ont leurs patients, mais ils ont été volontaires dans cette démarche pour aider leurs confrères du secteur public qui souffraient de pénurie en ressources humaines. Jusqu'à présent, on souffre de pénurie en ressources humaines. Alors, suivi médical des malades, communication des informations sur le suivi bactériologique et thérapeutique du patient, sur la fiche médicale tous les 2 mois, relance de tout abandon de traitement par le médecin traitant du secteur privé, il va relancer le gars qui n'est pas venu prendre ses antibacillaires. Il va le relancer. Il y avait un système où le qaïd dans le coin, parce qu'il fallait à tout prix donc endiguer ce fléau et traiter de façon efficace. Autrement, ça n'aurait fait que d'autres médecins en train de prendre d'autres patients de façon peu structurée et peu fiable. Donc, information sur le devenir du malade, communiquant au médecin. Soit on dit il est guéri, achevé, décédé, transfert out, perdu de vue ou échec. Il faut à tout prix notifier pour qu'on puisse suivre de façon globale au niveau de la délégation, au niveau des centres responsables de la prise en charge tuberculose, voir tous ces cas dont on a commencé le traitement et voir si les personnes sont décédées, si elles sont guéries, si on a achevé le traitement. Bref, faire un suivi rigoureux. Suivi et évaluation du système de prise en charge, des réunions trimestrielles de concertation et de coordination entre les médecins des 2 secteurs selon un planning préétabli pour le fonctionnement du partenariat. C'était prévu. Prise en considération des recommandations émanant des réunions pour améliorer les modalités de prise en charge et rectifier le tir. Résultat. À Soklarbe, ses confrères ont suspecté la tuberculose chez 20 patients. C'était d'après eux la tuberculose flagrante, flagrante, les gars, avec une tuberculose qui est parlante. Ils les ont envoyés au centre de santé pour faire la bacilloscopie. Ils n'ont jamais eu de retour. Je ne suis... Vous permettez, madame? Ouais, vous permettez, je fais ça, je raconte pas l'histoire, ça je l'ai vécu, je l'ai suivi, hein, j'en ai fait vraiment un truc. Donc moi, après, donc il n'y a pas eu de retour, et je vous dirai après qu'est-ce qu'on a fait l'évaluation. Hein, parce que raison de l'échec. En général, les raisons d'un échec, c'est la stigmatisation, c'est le retard de prise en charge, c'est la mauvaise gestion des effets secondaires. Et c'est la bacilloscopie qui était le véritable talent d'Achille. Ça, c'est une vérité. Nous sommes marocains, nous disons, maintenant ça s'améliore, je suis content de voir qu'il y a le quantifère anti-bigold, qu'il y a d'autres méthodes plus fiables pour faire le suivi de ces malades. À l'époque, il n'y avait que ça. En concernant les raisons de l'échec du projet, prise en charge uniquement des nouveaux cas de TPM positifs, pas les récidivantes, les résistantes et les extrapulmonaires. Donc on n'a pris qu'une partie des tuberculoses. La bacilloscopie, il s'est avéré qu'elle n'était ni performante ni accessible. Absence de collaboration des médecins de santé publique par manque d'information. Ils n'étaient pas informés. Semant le doute dans l'esprit des patients désireux se faire prendre en charge par le secteur libéral. Mais les كيقول هذاك في الطبيب وراه الطبيب ديالي هذاك بريفي راه قال لي رجع كيقول له شو الطبيب qu'est-ce que c'est que cette histoire اخويا لا مرض السل كنداوي في السبيطار parce qu'ils n'étaient pas informés. C'était pas un manque de volonté mais un manque d'information. Donc c'est le système. Nous avons été plus loin. Nous avons fait une journée de réflexion. Il y avait le ministre de la Santé, il y avait le professeur Bertal, il y avait Madame Bouayad, donc c'est les grosses pointures en tuberculose, il y avait 300 personnes, il y a des confrères et des consorts d'MG Maroc qui étaient invités, qui étaient là. Et donc, nous avons essayé, ensemble, on a rendu les résultats. Il y avait l'unité du Fonds mondial qui était là, qui veillait au grain, et qui n'était pas contente de cet échec.
Et je vous dirai les raisons, pour quelles raisons. Donc, le partenariat public-privé. Moi, en toute modestie, j'ai fait un grand travail de 8 mois sur le partenariat public-privé. Et le partenariat public-privé, on ne le met pas comme ça en place. Il y a des impératifs pour mettre en place un partenariat public-privé. D'abord, si on veut faire un partenariat avec l'hôpital, quand je dis l'hôpital, c'est le secteur de la santé, il faut faire une mise à niveau. Il faudrait qu'on puisse, que le malade marocain puisse circuler d'un secteur à l'autre en toute liberté et qu'il aille dans une clinique ou qu'il aille dans un hôpital, qu'il soit pris en charge de la même manière. Pour qu'on puisse parler de partenariat, il faut des passerelles dans les deux sens. Bon, malheureusement, actuellement, 75% des patients, pas uniquement au Maroc, dans le bassin méditerranéen, dans la zone MENA, font appel au secteur privé pour les soins. 75%, hein, et ça va crescendo. Ici, les dépenses de l'AMO au Maroc, les dépenses de l'AMO, 85% vont au secteur privé. 85%. Bon, il faut pas changer. La réponse est évidente. Donc, il faut aussi une régulation. Moi, j'ai fait le travail sur la régulation du parcours de soins. C'est le parcours de soins qui est la colonne vertébrale du secteur libéral. Tant qu'on n'a pas un parcours de soins codifié, où les gens ont leur médecin traitant, qu'ils le choisissent, qu'ils soient généralistes ou pas généralistes, on s'en fout. Il faut qu'ils domicilient leur dossier. Il faut d'abord qu'il y ait un dossier médical pour chaque Marocain et que ce Marocain puisse le domicilier. Dans les pays qui nous ont dépassés, moi j'ai fait une étude sur 3 pays, la Hollande, enfin d'autres, mais récemment avec un groupe, avec l'ANAM, sur la Hollande, la Belgique et la France. Nous avons opté pour de copier, pas de copier. Nous avons retenu le système français, pas pour le prendre entièrement, pour nous en inspirer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2004, Douce Blasi, qui était ministre de la Santé, qui est un médecin cardiologue, il a décrété une loi. Il a obligé tous les Français à choisir un médecin traitant. Mais tout le monde. Libra, un radiologue. Alors, par exemple, la personne qui était diabétique et qui n'allait que chez l'endocrino, c'est plus logique de rester chez l'endocrino, c'est normal. Elle est libre. Mais elle a réalisé très vite qu'il fallait qu'elle change. Parce que quand on a une grippe, l'endocrino, madame, non, moi je peux prescrire que dans mon champ d'action en endocrinologie. Et quand elle va voir le pneumo, il la soigne, mais elle paye. La CNSS française ne la rembourse pas. Ce qui fait qu'avec le temps, beaucoup de gens sont revenus vers le médecin traitant, médecin généraliste. Ce qui fait que maintenant, 93% des Français sont dans ce circuit de soins où tout le monde gagne. Le généraliste, le spécialiste et surtout le patient. Parce que vous êtes dans un quartier, vous recevez un patient qui tousse, vous savez que sa grand-mère est tuberculeuse, vous savez que le parent a diabète en matière de tuberculose. Tout de suite, vous allez penser à la tuberculose. Mais quand il va voir un spécialiste, il va le prendre, c'est un spécialiste, dans son organe, il va le prendre, je vois le confrère ORL, il va pour une otite, il va soigner son otite. Bon, il est formé pour ça. Et c'est la hiérarchie dans la gradation des soins, c'est la médecine générale, le spécialiste et le CHU, le troisième secteur. Donc, par contre, quand il passe par son médecin traitant qui le connaît, qui connaît son socio, moi, je suis à Riyad, je donne le quantifiant TB toute suspicion. Et j'ai eu beaucoup de tuberculose. Je ne m'encombre pas de Bekaïto, ils ont les moyens, ils ont quand le 1200 dirhams, qui dit oui, quand le bon, tu vas faire ça, ils reviennent, et j'ai eu des résultats comme ça, positifs et rapides, parce que les gens ont les moyens. Ça ne veut pas dire qu'il faut le donner partout, il faut aller, donc les confrères qui sont spécialistes de la tuberculose vont vous donner la gradation ou l'ont donné, mais les gens qui ont les moyens, n'hésitez pas à demander un quantifiant Tibigold, hein. Ça coûte 1200 dirhams, mais vous empêchez un gars d'aller dans la nature, continuer à infecter les gens. Alors, concernant le projet pilote, au-delà de la signature de ces conventions, il faut ce partenariat en matière de lutte anti-tuberculose. À l'époque, hein, maintenant les choses ont changé un petit peu. À l'époque, il fallait à tout prix revisiter la bacilloscopia. Apparemment, ça a été revisité. Maintenant, il y a des unités plus modernes, il y a des gens mieux formés, etc., etc. Et il faut surtout communiquer vers les prestataires de soins et vers le public. Vous prenez une dame رباطيه قديمه حجه تقول لها غتمشي تداوي مرسل عند الدكتور مشيش العالمي تقول لك الحماق درسل منى يوسف باسكو دون لو سوبكونسيون collectif des رباطي مرسل également Youssef. Alors il faut expliquer à la population, c'est le rôle du ministère de la Santé de communiquer vers la population pour dire il y a un partenariat et vous pouvez pour la tuberculose aussi bien être pris en charge dans les structures étatiques que dans certains cabinets agréés qui se sont portés volontaires pour être formés, informés et qui vont vous prendre en charge. En conclusion, devant la tuberculose, il ne faut pas baisser les bras.
Il faut reprendre les projets, même s'ils ont avorté. Hein, même s'ils ont avorté. Il faut les reprendre, les projets. Il faut revoir les 3 règles d'or pour la réussite du partenariat public-privé. Donc, cette fameuse mise à niveau de l'hôpital, la régulation du secteur libéral et la communication. Et je vous remercie.